Je m'appelle Manu et j'habite dans la rue depuis 2 ans et demi. Je suis constamment exposée aux dangers. Beaucoup de gens ne comprennent pas que cette vie est très dangereuse pour une femme. La meilleure stratégie est de se cacher. Chaque jour, je vois cette fille quand elle fait son footing. Au début, je croyais qu'elle s'entraîne, pour une course peut-être. Mais j'ai vu que d'autres jeunes se moquent d'elle, seulement parce que sa mère est prostituée. Je sais comment c'est quand on se sent inférieur. Je suis Anna. Je suis Manu. Je suis marginalisée parce que ma mère est prostituée. Je suis marginalisée parce que je vis dans la rue. On nous regarde de travers. Nous sommes des personnes réelles. Nous ne voulons pas nous cacher. Je m'appelle Manu et j'habite dans la rue. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé à l'Institut français de Leipzig. Nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Jovitech, gagnant du prix des lycéens allemands 2019. À mes côtés aussi se trouve Ulrike, je vais décaler l'ordinateur. Bonjour. Qui était la déléguée du Land de Saxe l'an dernier pour le jury fédéral et qui avait décidé de voter pour le prix pour le livre de Jovitech l'an dernier. Jovitech, nous venons de voir une vidéo dans le cadre du concours qui a été organisé cette année par l'Institut français d'Allemagne, que je vais expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai beaucoup aimé ce travail autour d'une fille d'heure, à la fois un travail de réécriture et vidéo pour donner à entendre une voix de jeune fille en souffrance à cause du regard des autres sur ce qu'elle vit. Donc c'est tout à fait, ça m'a beaucoup plu. Avant que nous rentrons dans le vif du sujet, et peut-être on va vérifier la technique avec vous, chers élèves, chers professeurs, chers participants à ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout fonctionne pour vous? N'hésitez pas à le marquer dans le chat. Si ça marche, marquez juste un petit oui, histoire de savoir si tout fonctionne et si tout est OK pour vous. Capucine, et voilà, exactement, est à la technique à Berlin pour nous aider en direct. Donc voilà, si vous avez des problèmes de son, d'audio, n'hésitez pas. Ah, bonjour, ça fonctionne. On a l'impression que tout va bien. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le marquer dans le chat. Si vous avez des questions particulières que vous aimeriez poser à Jovitech, vous pouvez l'inscrire dans l'onglet en haut à droite, questions. Capucine aussi a préparé des petits sondages dans l'onglet en haut à droite concernant le livre. N'hésitez pas à le remplir, à remplir ces sondages et voilà, à nous solliciter si vous avez des problèmes techniques au cours de ce webinaire. En tout cas, je suis très content d'être là, à côté de Ulrike et de Joe Vitech. Nous allons d'abord peut-être présenter vite fait le prix des lycéens. Pour ceux qui ne connaissent pas le prix des lycéens, c'est une initiative de l'Institut français d'Allemagne en collaboration avec l'éditeur Klett, qui permet en fait aux élèves allemands de s'intéresser à des ouvrages français ou issus de la francophonie, des ouvrages, des romans jeunesse. Et ces élèves, en fait, traitent au cours de l'année ces romans et discutent, échangent entre eux pour savoir quel est le roman qui leur plaît le plus, pour quelles raisons, qu'est-ce qui les a, leur a marqué, qu'est-ce qui les a véritablement touchés dans ces romans. Et à la fin, ils élisent le meilleur roman au cours d'une cérémonie qui avait lieu jusqu'à présent à la foire du livre de Leipzig. Les élèves avaient la possibilité de choisir le meilleur livre et l'an dernier, Jovitech, pour son livre Une fille d'eux, a été couronné de succès, pour ainsi dire, et a gagné le prix des lycéens allemands 2019. Cette année, le prix des lycéens 2019-2020 a changé de format. Les élèves, en fait, l'Institut français d'Allemagne a décidé de se focaliser un peu plus sur les travaux des élèves. Les élèves avaient la possibilité de participer à un concours en ligne, de produire des œuvres comme l'une qu'on a pu voir à l'instant, de les poster sur les réseaux sociaux en s'inspirant de l'œuvre de Jovitech, en utilisant en fait des termes, des expressions similaires à l'ouvrage de Jovitech. Donc 250 personnes ont participé, 250 élèves, et on a pu voir du coup à l'instant l'une des vidéos. Peut-être une petite présentation avant de passer au vif du sujet, au livre Une fille d'eux de Jovitech. Donc Jovitech est une auteure de romans jeunesse. Vous m'interrompez si je dis des bêtises.
Elle écrit aussi des albums pour les tout petits, pour les ados, les grands ados, et elle explore depuis 10 ans différents genres, pour différents publics, différents formats. Donc quelqu'un de très créatif, très créatif. La littérature jeunesse, c'est une invitation à la création pour un écrivain. On est très libre, et effectivement, comme tu le disais, des tout petits aux grands ados, il y a un monde, et c'est ce monde-là que j'explore en littérature jeunesse. J'adore écrire. Là, j'écris même pour les bébés en ce moment. Les bébés. Une folie, le premier jour. D'accord. Les temps auront entre un jour et 80 peut-être, parce que les grands-parents lisent aussi la littérature jeunesse. C'est une littérature très partagée. Donc je l'aime beaucoup, cette édition-là de littérature. Très bien, on espère que ça leur donnera des idées de participer plus tard, quand ils auront 16-17 ans, pris des lycéens allemands. Dès les premiers jours. Exactement. Et donc, Jovitech est née à Puteaux. Elle a fait des études d'art dramatique, si je ne dis pas de bêtises. Et après avoir vécu beaucoup de temps à Paris, elle a décidé de s'isoler, on va dire, peut-être, de la grisaille parisienne, et elle s'est rendue dans le sud de la France. Et elle travaille essentiellement avec les éditeurs, donc Actes Sud, Flammarion et Seuil de la Martinière, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et une petite maison Talent Haut qui est un peu spécialisée dans l'éducation égalitaire. Voilà. C'est un sujet que j'aime bien. J'ai quelques textes chez eux. Bon, c'est formidable. Peut-être un petit mot sur votre ouvrage. Oui, Une fille d'eux, est-ce que peut-être vous présenter? Pas de problème. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà lu. Donc peut-être pas. Alors, je vais peut-être en dire un mot. Une fille d'eux, c'est vrai. Je voulais que ce soit un texte très court, très incisif comme ça. C'est en quelques mots, ça va être l'histoire d'Anna, une jeune fille qu'on voit courir. Donc c'est un roman qui est construit en deux temps, le temps du récit au passé et le temps du moment présent. Où il y a des interchapitres où on voit Anna courir et aller vers quelque chose. Et en temps réel, elle se souvient de son histoire depuis sa jeunesse, où elle a été stigmatisée ou parce qu'elle est fille d'une maman qui est prostituée. Donc comme j'ai voulu aborder le thème de la prostitution et l'amener vers vous, les plus jeunes, les sujets difficiles, ça j'aime bien, amener les sujets tabous autour d'une histoire vers la jeunesse, parce que pour moi, il n'y a pas de censure pour la jeunesse, il faut juste savoir comment aborder ces sujets-là. Et j'adore ce travail. Et donc, pour moi, ça a été plus naturel que ce soit une fille de prostituée plutôt qu'une jeune fille prostituée. Et mon sujet est plus sur la honte, le regard des autres, ce terrible regard, cette double peine pour les femmes qui doivent, quand ce n'est pas par choix, il faut imaginer qu'il y en a des femmes pour qui c'est un choix, mais dans le monde, beaucoup de femmes subissent ça, ce marchandage du corps pour survivre. Donc c'est un sujet de société à partager avec les jeunes, je trouve. Un sujet très délicat, mais je crois qu'il a connu du coup un franc succès auprès, en tout cas, des jeunes écoliers allemands. C'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Ulrike, qui n'a malheureusement pas eu l'occasion l'an dernier de rencontrer. Jovitech n'était pas là à la Fort Libre, et du coup, c'est un peu le moment, voilà, d'échange, de questions. J'imagine qu'elle a pas mal d'interrogations peut-être à poser à Jovitech. Je vais décaler l'ordinateur et je vais laisser les deux protagonistes échanger à ce sujet. Alors, la première question, je me suis demandé, la question la plus intéressante pour moi, et qu'est-ce que était ta inspiration pour ce livre? Alors, est-ce que tu connais des prostituées? Est-ce que tu as des expériences avec eux? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que déjà à ton âge, je crois, dans mon journal intime, il y avait ça, cette envie d'aider, de parler de ces femmes qui doivent faire monnayer, vendre leur corps pour vivre. Et il y avait ce regard terrible dans plein de films que je voyais, de ces femmes soumises, de ces femmes obligées, de ces femmes qui n'avaient pas abandonné, quoi, qui n'avaient pas la possibilité ni d'avoir un travail digne, ni d'échapper à ça. Et donc, je n'ai pas voulu rencontrer de filles, d'enfants de prostituées, parce que les personnes, naturellement, auraient voulu que je raconte leur histoire et pas une autre. Et moi, je suis romancière, donc ce qui m'intéresse, c'est de créer Anna, Olga, l'univers de ces femmes, qui d'ailleurs est gay aussi, hein, dans le livre. On s'amuse quand même chez Anna, avec ses prostituées dans sa cuisine. Et donc, j'ai pas voulu. Mais j'ai rencontré une fille de prostituée est venue à moi en dédicace, une femme de 60 ans, qui avait entendu que je travaillais sur ce sujet
Elle m'a dit, Jo, vous travaillez sur les enfants de prostituées, vous allez écrire une histoire là-dessus. Je dis oui. Elle s'appelle Myriam, et Myriam est tombée en larmes devant moi. Et elle avait 60 ans. Elle n'avait pas été élevée avec sa mère, mais elle souffrait encore à 60 ans du jugement des autres, de ces phrases terribles qu'on lui avait dites. Et il y a une phrase que j'ai retenue de Myriam. Après, on a discuté 2 heures toutes les deux, c'était fort. C'est une mini-jupe ou une mini-pute. Phrase monstrueuse qui est dans le roman, que je n'aurais même pas pu inventer, tu vois, tellement elle est monstrueuse. C'est une phrase que Myriam a entendue quand elle était adolescente. Et elle m'a remerciée d'avoir écrit ce bouquin. La littérature, c'est aller, il y a quelque chose de l'altérité, aller vers l'autre aussi, et partager comme j'aime ça. Et pourquoi vous avez choisi ce sujet pour un roman de jeunesse? Parce que à chaque fois qu'il y a un sujet très tabou, et particulièrement, j'ai toute une partie de mon travail qui est liée à la place de la femme dans la société, au jugement des femmes dans la société, à la place du corps qu'on donne aux femmes dans les sociétés, et surtout au silence qu'on a imposé aux femmes dans les sociétés. Donc, tout ça pour moi fait sujet. J'ai écrit un roman sur une jeune fille enceinte à 14 ans, je reviens sur le droit à l'avortement des femmes. Là, je travaille sur le mariage forcé qui touche 14 millions de jeunes filles par an, donc j'aime ces sujets-là. La prostitution faisait partie. Donc, vous avez un message à dire pour les élèves ou les jeunes qui lisent ce livre. Et qu'est-ce que vous voulez exprimer avec ce livre? Peut-être, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas tout à fait un message, dans le sens où c'est pas une banderole, tu vois, avec. Mais je pense que écrire, c'est déjà vouloir donner un message. Tu n'écris pas s'il y a quelque chose qui t'agace pas dans le monde, si tu es parfaitement heureux, que tu trouves que le monde est formidable, que tout va bien. Je crois qu'aucun auteur ne dirait. On fait histoire, on donne souffle à quelque chose du monde parce qu'on a envie de changer. Je crois qu'en réalité, tous les auteurs ont envie de changer le monde. et que si depuis l'existence de l'humanité, il y a histoire, à l'oral puis à l'écrit, c'est parce qu'on pense qu'on peut s'améliorer et partager ensemble ces choses de notre vivre ensemble qui nous semblent dysfonctionnelles, voilà, et injustes pour les femmes. Et nous, on a déjà parlé sur la couverture. Oui, je reviens à cette couverture-là. Oui. Alors, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de ça. Pourquoi la couverture est comme ça et pas d'autres mots? C'est une petite collection, enfin une grande pour moi, parce que je trouve que même si les textes sont toujours courts, il y a de très beaux textes dans cette collection publiée par Actes Sud Junior, qui s'appelle D'une seule voix, des textes à la fois écrits à la première personne, comme l'ont fait les jeunes dans la vidéo, hein, ils ont très bien tenu la ligne éditoriale de la collection. C'est un jeu de personnages, de héros d'aujourd'hui, adolescents, qui est entre le théâtre, la théâtralité et le roman. Voilà, donc et dans cette collection, toutes les couvertures sont pareilles. Le titre en gros avec une photo, quelque chose qui rappelle. Là, ils ont choisi les chaussures. Alors, c'est Mathieu qui a choisi les chaussures? Non, c'est le directeur artistique de la collection. J'étais très d'accord avec lui parce que le roman s'ouvre sur les chaussures. La petite Anna se souvient qu'elle allait acheter des chaussures quand elle était petite avec sa maman et qu'elle avait à ce moment-là compris ce qui se jouait entre le directeur de la boutique et sa mère qui disparaît avec le directeur comme ça derrière le rideau. Et elle dit mon héroïne dit qu'à 5 ans, elle a compris que sa mère faisait des choses étranges avec des hommes. Donc, oui, la chaussure, il a repris ça. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi pas des chaussures de courir. Oui. Pourquoi les chaussures comme ça? Parce qu'elles couvrent beaucoup un indice. C'est vrai, ça aurait pu être une paire de baskets, mais là, comme il s'agit de la féminité, de cette marchandisation du corps, la chaussure rouge est assez symbolique. Là, ce sont des petites chaussures de jeunes filles, mais on pourrait trouver aussi des chaussures un peu caricaturales de prostituées en rouge avec des talons. Hein. Donc, ça rappelle la couleur aussi, quelque part, de la sexualité, le rouge. Et là, qui est marchandé, qui n'a rien de libre.
Alors, Anna court beaucoup dans ce livre. Et pourquoi le sport de courir et pas un autre sport? C'est une bonne question. Oui, dans ce sujet difficile, j'ai vraiment eu envie d'alléger aussi. Mon héroïne est jeune, elle veut s'en sortir, elle a 15 ans, elle est pleine de vie, elle porte quelque chose de terrible, mais elle va s'intéresser, elle veut s'en sortir. Et ce « je veux m'en sortir », je trouvais que la course le symbolisait très bien. Donc ça va rythmer, tout le récit tient au pied d'Anna. Et Anna veut muscler son corps. Dans le roman, à un moment, quand elle revient sur l'histoire de sa mère, qui a eu vraiment des choses difficiles, elle dit les hommes avaient fait du corps de sa mère un paillasson. Et Anna, mon héroïne, dit non, on ne fera pas de son corps un paillasson, elle ne se laissera pas faire, elle muscle son corps et son esprit et son moral pour être forte. Donc je trouvais que la course, c'est souvent ce qu'on a en tête quand on veut s'en sortir, courir, se recentrer et aller là où on veut, vivre son propre chemin. Et pourquoi elle court toujours la ligne verte et pas parfois dans un parc ou dans une forêt? J'aime beaucoup le cinéma et souvent je pense dans mes romans au décor. Et je trouve que j'ai travaillé sur la ligne comme ça, l'horizontalité des lignes vertes qu'il y a dans tous les pays. En plus, ce sont souvent des lignes de chemin de fer réaménagées. On trouve ça un peu partout. Et je trouvais que c'était une belle continuité. Elle court toujours au même endroit sur cette ligne qui est dédiée à la course ou au vélo. Et elle croise toujours les mêmes gens. Et c'est là qu'elle va croiser ce jeune garçon qu'elle va rencontrer, qui est un personnage important du roman. Il fallait qu'il y ait un garçon sympathique, aimant et oui, le masculin était important dans ce livre, bien sûr, un garçon d'aujourd'hui et humain. Pour pas que les garçons pensent que tous les garçons sont comme des proxénètes. Non, vraiment, il fallait incarner dans le roman ce garçon, j'ose dire, d'aujourd'hui, quoi. Bien dans sa tête et qui n'est pas dans le jugement de cette fille. Alors, une question qui m'intéresse pas très fort sur le livre, mais l'écriture du livre prend beaucoup de temps, je crois. Et combien de temps vous avez mis pour ce livre ou pour les livres en général? C'est difficile, c'est vrai qu'il n'y a pas la question du temps, elle revient toujours. C'est toujours difficile d'y répondre parce que quand on écrit tout le temps. Dans la tête d'abord. Une histoire prend forme. On se dit, ah tiens, je vais travailler là-dessus. Donc peut-être un an déjà avant, j'essayais de déjoyer quelque chose autour de la prostitution ou sur les enfants de prostituées. Je commençais déjà à amasser la documentation que j'allais explorer. Ensuite, quand je m'y mets, j'explore la documentation. Et puis après, le roman est souvent coupé puisque j'écris. Et puis après, je dois aller rencontrer des jeunes. Je vais peut-être être invitée à faire une lecture. Donc, le roman est entrecoupé. Et puis ensuite, je vais couper d'un tiers ce roman pour qu'il rentre dans cette publication. Donc, ça a peut-être pris, en écriture pure, 2-3 mois, mais en réalité, peut-être un an. J'ai pensé. Merci, d'avoir lu et puis de m'avoir posé ces questions. Merci beaucoup, Ulrike. Merci beaucoup, Hugo. On va vous présenter maintenant une deuxième vidéo qui a été produite cette année dans le cadre du concours qui avait été organisé par l'Institut français d'Allemagne. Une vidéo qui a remporté le deuxième prix. Une très belle vidéo. Voilà, nous attendons que Capucine Valois la mette en ligne pour que vous puissiez la regarder. Que les gens m'appellent, c'est ceux qui voient. Je ne suis pas Rosa O'Connor, je ne suis pas une fille qui aime la musique classique. C'est pourquoi je ne veux plus jamais me taire ni me laisser faire. Je connais l'histoire, c'est la mienne. La fille de collaborateur, c'est comme ça que les gens m'appellent, c'est ceux qui voient. Je ne suis pas Rosa O'Connor, je ne suis pas une fille qui aime la musique classique, ni une fille qui aime le parfum du printemps ou le son du vent qui souffle par les arbres. Non, c'est plus difficile de me respecter pour mon caractère et mes propres convictions. C'est mieux de trouver une personne qui ne peut pas se défendre et qui n'a pas la force de prendre toute la responsabilité. La France est en ruine, les Français sont en ruine.
Et mes parents sont co-responsables de cela. Je les déteste pour ce qu'ils sont, mais je les aime en même temps. Est-ce que c'est possible? Qui suis-je? J'ai le sentiment qu'il y a une partie de moi qui vit dans Anna aussi. Je suis fière d'elle. Elle a compris que nous ne sommes pas filles de prostituées ou de collabos. Nous sommes plus indépendants, fortes, uniques. C'est pourquoi je ne veux plus. Je voulais juste revenir rapidement sur cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est un peu, je trouve, dans cette vidéo, c'est le paradoxe qui est mentionné, comme quoi on est à la fois fier de sa mère, parce que c'est sa mère, on ne peut pas véritablement non plus la renier, mais en même temps, cette honte, c'est vrai que c'est un sentiment, je pense, qui est pas mal ancré aussi dans le personnage de Anna, dans votre roman. Peut-être que vous voulez nous lire un petit extrait pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas vraiment le roman. C'est un petit extrait au début de l'ouvrage et qui permet d'avoir peut-être une meilleure visibilité, une meilleure compréhension. Voilà. Je vous laisse la parole, Jovitech. Je m'appelle Anna Sobolev, je suis la fille d'Olga Sobolev, prostituée indépendante. Fille de pute, quoi. Je suis une insulte, la pire des insultes. Celle que les gens de mon âge balancent si facilement à la tête de leurs ennemis. Fils de pute, ta mère est une pute. La prostituée, c'est toujours l'autre, un monstre sans visage, une femme qui blesse, une femme qui salit, et que personne n'a jamais vue. Ce n'est ni une sœur, ni une amie, ni une mère qu'on croise dans la rue. Pourtant, ils sont si nombreux, les fils de, dans les cours de récré. Fils, c'est d'ailleurs plus courant que fille de, comme si c'était moins grave pour une fille. Moi, je dis que c'est pire pour une fille. La pauvre petite, elle ressemble à sa mère. T'as quoi? J'ai pas une tronche de fille de pute. J'imagine le tsunami dans la classe si j'avais balancé ça à la tête des profs. Parfois, il m'arrive d'en rire. En réalité, je suis une discrète, une bonne élève. Je déteste la vulgarité. Et sur ma feuille à grands carreaux, année après année, j'ai aligné les mensonges avec une écriture soignée. Mort, c'est toujours plus simple que vivant pour expliquer l'absence d'un père. Quant à serveuse, c'est le nom officiel du job de maman. C'est le déguisement social qu'elle me propose après mes années de classe primaire, quand je reviens vivre avec elle. J'ai 11 ans, nous habitons dans un appartement des faubourgs. Je suis serveuse de nuit dans un bar à Nouchka. C'est bon salaire, mais tu devras te réveiller toute seule le matin pour le collège. Le mensonge se transmet en mauvais français. Maman ne me laisse pas le choix et, comme je suis sa fille, je l'accepte. Je me débrouille pour que personne ne sache, même les copines. Et c'est épuisant. 5 ans que je vis dans la clandestinité. J'en peux plus d'être une étrangère dans mon propre pays. J'en crève de tout cacher. J'en crève de voir ma mère rentrer au petit matin, complètement shootée, dévastée, épuisée. Elle pue parfois, ma mère. Elle revient avec l'odeur des hommes, l'odeur de la rue, des bagnoles ou des toilettes publiques. L'odeur des clopes, d'alcool, de cannabis, de sueur et de mensonges, la puanteur de l'argent, du trafic, du ça contre le fric, du froid, de la course pour éviter les flics. La honte a une odeur, la misère aussi. Et ce sont celles de ma mère. On ressent toute la souffrance du personnage dans cet ouvrage. Et je pense que le premier prix du concours, l'école qui a gagné le premier prix de ce concours, a bien aussi retranscrit ce sentiment un peu, oui, comment dirais-je, à moitié de colère, de honte. C'est un mélange de plein d'émotions. Cette honte retenue et cachée, comme je lui fais dire à mon héroïne, c'est terrible d'avoir honte des siens, de sa propre famille, et en même temps, comme tu disais, l'amour maternel, elle est entre deux, protégée. C'est aussi quelque chose, le roman parle beaucoup de ça, la protection de ses enfants envers leur famille. Ils grandissent trop vite, ces gamins qui protègent les parents fragiles. Et il y en a beaucoup aujourd'hui de ces gamins-là, soit parce qu'ils ne parlent pas la langue et que ce sont eux qui vont s'occuper de tous les papiers de la famille, soit parce que voilà, la maman ne peut pas s'occuper beaucoup d'elle, mais quand même, il y a beaucoup d'amour. L'amour mère-fille est très, très présent et très réjouissant. J'avais envie qu'il y ait ça aussi quand même. Hein. Malgré tout, la maman est là. Et elle ne lâche pas sa fille, elle ne l'abandonne pas.
Vous parlez de maturité de la part de ces personnes. Justement, cette dernière vidéo, je pense que témoigne bien de la maturité aussi des élèves, la production qui va vous être montrée, qui ont passé beaucoup de temps et qui montrent voilà, qu'ils ont bien saisi le roman et l'ont bien compris. Voilà. Je laisse la main à Capucine Valois pour vous montrer ce premier prix, cette école qui a gagné le premier prix du concours cette année. Salut, je m'appelle Anna Sobolev. Quand quelqu'un me demande de décrire ma vie, je dirais 2 mots, la violence et le harcèlement moral. Tout a commencé avec les chaussures rouges. À ce moment, j'ai su que je suis différente. La violence m'accompagne. Le harcèlement moral aussi. Les autres enfants m'embêtent. Pourquoi je n'ai pas de vie normale? Je n'ai pas de père. Je n'ai pas d'amis. Oui, les amis de ma mère. Mais je n'ai pas d'amis pour parler. Je suis seule. Est-ce que les garçons aiment seulement le corps des filles après ce que j'ai vécu et j'ai pris ma retraite pour me protéger. Je ne veux pas être une victime. Je commence à courir pour gagner ma dignité et je rencontre Nolan. Il change ma vie. Ce sont des gens qui t'aident et qui t'adorent. Je ne suis pas ma mère. Je suis moi. Nolan me change et me prouve que la mort existe. Et maintenant, je veux changer le monde. Regarde vers l'avenir. Il y a de l'espoir. Salut. Je m'appelle Anna Sobolev. Quand quelqu'un me demande... Très bien. Je vais reprendre la dernière phrase justement de cette vidéo. On va regarder vers l'avenir en invitant Anne-Sophie Guirlet-Klotz de l'édition Klett, justement, qui collabore pour le projet des prix des lycéens allemands, de vous présenter justement les nouveautés de ce prix des lycéens allemands pour la session 2020-2021. Ça sera l'occasion pour elle un peu voilà, de raconter ce qui est prévu. Ah, là voilà, elle est à l'écran. Bonjour Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Bonjour Guillaume, bonjour Jo, bonjour Ulrike, bonjour à toutes et à tous. Je suis là en tant que directrice éditoriale adjointe chez Klett et nous sommes très heureux d'être partenaires de l'Institut français sur le prix des lycéens. Ça fait déjà beaucoup d'années que nous travaillons ensemble, beaucoup d'années que nous choisissons des livres ensemble. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter la nouvelle sélection pour le prix 2021. Je les ai là, je vais vous les montrer. Je commence par le premier, mais voilà. Nous avons choisi 3 livres cette année. Même pas en rêve de Vivien Bessières. C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui est à l'internat et qui malheureusement subit du harcèlement moral aussi à l'internat, mais il va faire la connaissance d'un autre garçon qui lui a une aura beaucoup plus forte et qui va le prendre en fait sous son aile et qui va l'aider. Et ensemble, ils vont construire une amitié qui ne sera pas sans danger et sans question. Voilà. Le deuxième livre que nous avons choisi cette année, de la même collection que Une fille 2 de Jovitech, la collection d'une seule voix chez Actes Sud Junior. Il s'agit donc encore une fois d'un monologue intérieur. C'est un garçon qui parle encore une fois, il a 16-17 ans, il est noir et parce qu'il est noir en fait, on lui demande toujours « mais t'es d'où ?» Et lui... il est de France, il est français, il se sent complètement normal. Et en fait, ces questions sur ses origines, qui sont teintées de préjugés, l'énervent tellement qu'il est en colère. Et c'est cette colère qu'il laisse parler et c'est à cette colère qu'il donne un souffle dans ce livre. Voilà. Le troisième livre, Direct du cœur, c'est le plus long à lire, mais il se lit très vite et très très bien. C'est l'histoire d'une relation mère-fils, très très forte aussi. Une maman bienveillante qui voudrait que son fils ait le bac. Son fils, lui, ne travaille pas plus que ça. Et en fait, elle a trouvé un moyen pour qu'il ait des points au bac. Elle inscrit un cours de langue des signes. Donc, il va apprendre la langue des sourds et muets pour le bac. Et avec ça, il va faire des rencontres qui vont changer sa vie aussi. Voilà. Ce sont les 3 livres que nous avons sélectionnés pour la nouvelle édition du prix. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer tous à la fois? Un éventail.
un bel éventail, 3 très bons livres. Formidable. Voilà. Est-ce que vous voulez il y a de récapituler ces informations. J'ai cru comprendre que commander les livres, les inscriptions en ligne pour le prix des lycéens allemands, pour les élèves et les écoles ont été pas mal facilitées. Est-ce que peut-être vous voudriez aborder ce point-là pour expliquer comment les élèves peuvent se procurer les manuels, les romans pour l'année prochaine? Alors, toujours en partenariat avec l'Institut français, on a essayé de faciliter les modalités d'inscription et de commande des livres. Jusqu'ici, les professeurs devaient s'adresser à leur institut et attendre pour la commande des livres que l'institut nous fasse passer les commandes. À partir de l'édition 2021 du prix, les professeurs pourront s'inscrire directement sur notre page internet Klettsprachen/prix et pourront commander directement leurs livres sur internet chez nous, ce qui facilitera l'envoi et la réception des sets et ce qui facilitera certainement aussi l'introduction du prix en classe. Très bien. Je souhaitais aussi ajouter qu'il y aura une envie, en tout cas, une prise de conscience des besoins numériques de la part aussi des élèves et que l'Institut français, justement, aimerait bien proposer l'an prochain pour les auteurs beaucoup de webinaires pour que, jusqu'à présent, il y avait des tournées pour les auteurs qui étaient organisées pour qu'ils puissent se rendre dans les écoles, mais ne permettaient pas, entre guillemets, de toucher tous les publics, toutes les écoles, tous les établissements. Et ces webinaires permettraient à tous et à toutes de suivre en ligne des lectures, la présentation des romans, pour permettre à chacun et à chacune d'avoir accès, en fait, à ces ouvrages et aux éléments des auteurs. Merci beaucoup Anne-Sophie, en tout cas, pour ces précisions, pour cette présentation des ouvrages. Je vous en prie. Je propose peut-être qu'on passe à la dernière partie, c'est-à-dire les questions-réponses qui sont dans le chat. Ouais. Peut-être des questions pour Jovitech. Alors, je ouvre l'onglet questions qui est en train de charger. Je vois la première question. Peut-être Ulrike, veux-tu poser les questions peut-être? Bonjour, ça serait Jovitech, ça serait super. Merci. Si tu arrives à lire. Alors, concernant le livre, nous avons la question « Ce que vous pensez de la campagne ?» #MeToo. Ah. Moi, je trouve je suis tellement, comment vous dire, soulagée en tant que femme et heureuse que les femmes puissent parler, dire ce qu'elles ont subi quand elles ont subi quelque chose au niveau du harcèlement sexuel ou de l'agression sexuelle ou morale. Il était temps. Il y a ce silence inculqué aux femmes depuis tellement de temps. Et cette éducation du point de vue des garçons à ne pas dire leurs émotions. Il est temps que tout ça se déverrouille, que les garçons puissent dire l'émotion et que les filles puissent parler. C'est très réjouissant que les femmes parlent fort, haut, dérange. Cette société qui trop longtemps a été vissée, étouffée, et il faut le dire, largement quand même avec une domination du masculin sur le féminin qui m'a toujours apparu comme... Je n'ai jamais compris ça. En tant que jeune fille, déjà, je ne le comprenais pas. Et voilà, donc je vois ça de mon vivant, donc c'est plutôt une grande joie. Moi, je trouve que c'est un très beau début de siècle, au XXIe siècle. On ne dit pas assez aux jeunes. C'est joyeux, ça. Il y a d'autres choses. Mais ça, c'est bien. Alors, la prochaine question est comment est-ce qu'on pourrait protéger une fille d'une prostituée? Une fille de la prostitution? C'est ça, hein, son but. C'est très compliqué. J'ai envie de dire que c'est un problème d'abord social, d'abord. Tant que les gens mourront de faim et que les femmes, une femme seule aujourd'hui, par exemple, chez les migrants, on le sait, les migrantes et les migrants mineurs et les migrantes mineures, alors là, il y a un énorme risque. Il faut changer l'éducation des garçons. Voilà. Oui. Et ça, tout le monde le dit. Hein, je travaille avec des femmes. Je travaille beaucoup en atelier d'écriture et les femmes de toutes les religions d'ailleurs le disent aussi. Hein, il faut changer, mais il va falloir du temps. Hein.
le monde s'est construit comme ça. Donc là, c'est un grand bouleversement. Il y en a plein en ce moment, des grands bouleversements. Écologique, social, féministe. Le texte est gredou aussi. Hein, on est né en France, on a une peau noire, on nous demande tout le temps d'où viens-tu. Je suis née là. Tout ça est en train de changer. Donc l'éducation des garçons, je pense, permettra. Et puis derrière, c'est un problème sanitaire et social. Il faut aussi être là pour accueillir les femmes qui n'ont rien, qui sont à la rue, et qui n'ont pas de quoi se laver, pas de quoi se loger, qui sont en grand danger. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, une femme ne sera plus en grand danger seule dans la rue, et là, on aura progressé avec son corps, hein, uniquement, un danger pour son corps. Là, on aura vraiment, l'humanité aura vraiment progressé. Alors, et puis, il y a la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre les préjugés des filles, je pense, ou des femmes prostituées? Ouais, ça, je sais pas. Comme j'ai pas toutes les réponses, j'écris des livres. C'est pour ça que je mets mes mots. Et là, l'idée, c'était d'incarner, de donner voix, souffle, mouvement à cette jeune fille qui n'existe pas, mais dès Anna, de par le monde, il en existe. Pour plein de raisons différentes. C'est en évoquant ce genre de sujet ensemble que la honte change de camp et qu'on se rend compte que il y a derrière la prostitution une grande misère souvent. Et comment on en arrive là aujourd'hui, comment une femme ne va pas à l'école, comment une femme n'a pas le minimum pour vivre, exister avec son enfant dans une société moderne, et comment on peut baisser les yeux. C'est facile de baisser les yeux, hein, c'est vrai que c'est plus difficile de les relever. Dans nos villes actuellement, c'est difficile de les relever parce qu'il y a beaucoup de misère. Mais je pense que c'est... Alors là, c'est pour ça que j'adore être en jeunesse, parce que j'ai envie, ça vous appartient. Comme disait Gandhi, le changement du monde est dans nos mains. Donc, moi, je ne fais que des histoires, je ne fais que des histoires. Voilà, je ne sais pas faire autre chose. Je fais ça à chaque fois. Je n'ai pas trouvé autre chose. Et puis, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce que vous avez trouvé l'idée pour ce livre? L'idée, c'était venu, je sais que j'en ai parlé, c'était venu au cinéma en allant voir ce film de James Gray qui s'appelle The Immigrants, sur deux jeunes filles qui arrivent à New York au début du 20e. Tu vois, je parlais des migrants. Il y avait déjà ce problème-là au début du 20e à New York, et ces deux Polonaises qui arrivent vont se faire chasser de la ville si elles n'ont pas d'argent pour guérir une des deux sœurs malades. Et puis l'héroïne, jouée par Marion Cotillard, va se prostituer. Il y a un homme qui dit « Je peux t'aider ». C'est la façon d'aider. C'est un proxénète, en fait. Et c'est comme ça que j'ai crié à l'intérieur, une voix a hurlé en moi, et c'est souvent en hurlant à l'intérieur que j'écris. C'est très lié, ça, pour moi, l'écriture. Ouais. Ce qui m'indigne me fait écrire. On fait ça. Et alors, la dernière question, je pense, est-ce que vous pouvez vous identifier avec le personnage principal, avec Anna? Je peux pas m'identifier puisque c'est moi qui l'ai. En tant que lectrice, je m'identifie, hein, souvent. Mais quand tu écris, non, mais j'ai dû tisser. C'est toujours ça. Quand tu choisis une héroïne, tu dois tisser le lien entre cette héroïne et toi, écrivaine derrière, qui l'écrit. Donc, quel est mon lien j'ai travaillé comme ça. Et en tant que femme, c'est vrai que je n'ai pas subi du tout ce que peut subir Anna au niveau de la honte. J'ai mes parents, voilà, j'ai pas eu de maman prostituée. Mais il m'est arrivé d'avoir eu honte de ma famille parce que je viens d'un milieu social simple. Donc on a tous eu honte. Hein, c'est un sentiment qu'on connaît tous. Et mon travail d'écrivaine, il est là. Prendre la honte et puis la faire grossir pour essayer de comprendre ce que peut éprouver une jeune fille qui a cette honte de tous les jours, qui l'entend. Enfin, la honte, c'est-à-dire la violence des autres, le jugement de sa mère. Hein, c'est de là dont ça vient. Donc, mon travail, il est là, de grossir un petit peu cette émotion et de tisser les liens. Mais je ne peux pas m'identifier. Il faudra que je perde la tête, que je lise ce livre et je dis « Ah tiens, c'est quoi ce livre ?» Alors là, peut-être, je vais m'identifier. Ah, on a encore une question. C'est une bonne question. Très bien. Alors, j'ai fait des commandes de livres jeunesse et je me suis aperçue que les protagonistes étaient surtout masculins. J'ai donc recherché activement des livres avec des protagonistes féminins. Les personnages féminins sont assez bien représentés dans la littérature jeunesse, selon vous? Oui, quand même. Je trouve qu'il y a de beaux personnages féminins. Il y a en littérature de jeunesse des écrivains qui viennent aussi de milieux socio-culturels très différents.
c'est très éclaté, très éclectique, et c'est ce que j'adore dans cette littérature. Et il y a de belles voix de femmes, mais il y a aussi des hommes qui écrivent des personnages féminins. Oui, je trouve qu'il y a de très belles héroïnes en littérature jeunesse, on trouve. Alors c'est vrai que là, dans la sélection du prix, il y a 3 héros, mais c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi de s'identifier enfin. Nous, on peut s'identifier en tant que femme avec un personnage masculin. C'est plus difficile. Souvent, ce sont les parents qui me disent « Oh, quel dommage, c'est une fille, mon garçon ne va pas s'identifier ». Avec Une fille d'œil, il y a pas mal de garçons qui se sont identifiés à Anna. Et ça, c'est intéressant aussi de mélanger. Cette identification, elle n'a pas de sexe, en fait. On peut s'identifier qu'on soit un homme, une femme, un bon personnage de roman, il me semble. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je peux m'identifier aussi avec des personnages masculins. Ça dépend des personnages. Oui. Très bien, mais je crois en tout cas que c'est toutes les questions pour le chat. Moi, merci pour vos questions. Merci Ulrike de les avoir lues. Peut-être que moi j'ai une petite dernière question à vous poser, justement par rapport à cette thématique homme-femme. Est-ce que vous avez l'impression justement que c'était plus de filles qui avaient lu votre ouvrage, ou est-ce que les garçons quand même étaient intéressés par le sujet? Vous l'avez un peu évoqué. Vous avez eu le sentiment quand même que les filles étaient quand même plus touchées par cette histoire, ou des garçons aussi vous ont paru dans votre visite de classe? Dans le cadre du prix, oui, plus largement. Là, il y avait souvent peut-être plus de filles, mais je crois que c'est lié au choix de la langue aussi française. Enfin, j'ai pu comprendre. Mais les garçons ont très belle réaction sur le personnage d'Anna et Nolan, le personnage de la fin, hein, du garçon qui va aimer. C'est une fin ouverte, mais malgré tout, on sent qu'ils peuvent s'aimer, ces deux-là, et pas juger Anna du tout. Oui, les garçons réagissent très bien à cet ouvrage-là. Et c'est assez... les garçons, aujourd'hui, sont tout à fait intéressants dans leur façon de s'engager aussi par rapport au féminisme. Il y a 5 ans, juste pour conclure, il y a 5 ans, quand je disais que on me demandait, vous êtes féministe? Ben oui, quand même, je suis engagée là-dedans. Aujourd'hui, même les garçons lèvent le doigt et disent, moi, je suis féministe. En tout cas, j'œuvre pour plus avoir ces modèles du masculin supérieur au féminin. Donc, on évolue bien. Très bien. Nous avons une petite surprise pour conclure ce webinaire. Peut-être avant, j'ai une petite toute dernière question à vous poser. D'accord, pardon, excusez-moi, il y a un petit problème. Voilà, c'est les aléas du direct. On essaie de s'adapter comme on peut. Peut-être oui, vous voulez présenter le reste des ouvrages, ou peut-être quels sont les autres types d'ouvrages que vous avez fait? Vous m'avez dit, on en avait déjà discuté, que vous avez déjà écrit beaucoup de romans sur des filles aussi, que la thématique féminine vous intéresse énormément. Oui, c'est vrai, ce sont des sujets que j'aime bien aborder, pas que, parce que j'écris aussi du roman noir, mais quand je suis sur un sujet autour du droit des femmes et des personnages de femmes, oui, j'aime bien utiliser le jeu dans ce cas-là. Je donne voix et je suis cette femme-là. Très bien. Voilà, comme je vous l'annonçais, nous avons une petite surprise pour vous. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans nos locaux l'ambassadrice de France en Allemagne, Madame Anne-Marie Descottes. Bonjour, merci de nous rejoindre pour la fin de ce webinaire. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Il me semble que voilà, vous avez la possibilité peut-être de présenter. Oui, j'ai des choses à dire, mais voilà. Vous avez peut-être vous-même quelques mots à me dire sur la conversation que vous avez eue avec tous ces élèves. Bien sûr. Donc, derrière l'écran, en quelque sorte. Exactement. Nous avons eu la chance, tout d'abord, Ulrike a eu la possibilité d'interviewer Johnny Peck, de poser des questions qu'elle aurait aimé poser depuis déjà l'an passé, quand elle était déléguée du Land de Saxe. Les élèves aussi, les professeurs ont posé des questions dans le chat, on a essayé de répondre, et puis nous avons vu surtout les vidéos, les productions qui ont été réalisées cette année par les écoles dans le cadre du concours que l'Institut français d'Allemagne organisait. Donc voilà, c'était très intéressant, peut-être très enrichissant. J'imagine pour vous aussi, Johnny Peck. Ah oui, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et Ulrike parle très très bien français, avec une assurance formidable.
Très bien. Eh ben, écoutez, merci donc de me faire une place en fin de séance. Je souhaite vraiment saluer chaleureusement l'ensemble des élèves qui sont branchés sur ce webinaire, ainsi que les enseignants. Les féliciter pour tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois sur ces textes, et en particulier sur celui de Jovitech. Et puis, vous encourager bien sûr à continuer. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir trouvé cette manière de maintenir la remise du prix dans des conditions un petit peu particulières, parce que nous sommes tous affectés par la crise sanitaire qui frappe l'Allemagne comme la France et comme maintenant quasiment le monde entier. Donc, grâce aux nouvelles technologies, on peut quand même maintenir un certain nombre de manifestations et peut-être même trouver des modalités innovantes pour poursuivre cet exercice. Alors, je ne viens pas les mains vides, puisque j'ai une petite annonce à vous faire, à savoir le nom des 3 romans qui seront donc en lice pour l'année prochaine. Alors, d'abord, Aigre-doux de Wilfried Nsondé, Direct du cœur de Florence Médina et Même pas en rêve de Vivien Bessières. Voilà, j'espère que ce sont des textes qui vous plairont, qui vous inspireront. Et en tout cas, je me réjouis d'avance de vous retrouver donc, dans un an pour savoir un peu quel est le résultat de vos travaux, de vos échanges. Et je vous souhaite donc une très bonne fin d'année scolaire. Et puis, donc, je vous dis à l'année prochaine. Merci Madame l'ambassadrice pour ces mots de conclusion. Voilà, c'était le mot de la fin. Je tenais encore une fois à remercier Ulrike et que je montre rapidement encore une fois à l'écran. Jovitech aussi pour sa présence et sa lecture. Je tenais aussi à remercier évidemment Capucine Ballois à Berlin qui a fait un travail monstrueux et colossal pour la préparation de ce webinaire et pour la technique. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.